Bonjour et bienvenue à toutes et tous, notamment ceux qui nous rejoignent en cet après-midi. Peut-être que certains d'entre vous étaient déjà présents ce matin. La conférence de cet après-midi, donc, c'est comment parler d'Europe, tout simplement. Parler d'Europe selon le type de média, parler d'Europe selon le pays aussi dans lequel on se trouve. Aujourd'hui, donc, sont présents à mes côtés, et j'en suis ravi de vous accueillir, Monsieur Stéphane Leneuf. Vous êtes rédacteur en chef adjoint au service politique de France Inter et le rédacteur en chef de l'émission Le Téléphone sonne Europe. Bonjour. Bonjour, alors je ne suis plus rédacteur en chef adjoint du service politique, je suis rédacteur en Ouais, chef tout court. Le téléphone Sonne Europe malheureusement a disparu. J'ai ouais, une chronique qui s'appelle Café Europe le dimanche Café Europe. matin Ouais. dans le 7-9. Voilà, Il a complètement disparu, le téléphone sonore. complètement, après 10 ans J'en de étais pas bons et loyaux certain, j'allais vous en services. parler très vite, mais Il a j'espérais qu'il y ait un disparu. retour après à cette période de pandémie. Mais Non. d'accord. Et Monsieur Jean-Sébastien Lefebvre, donc vous êtes chef du bureau bruxellois de Contexte et de la rubrique Contexte Pouvoir. Tout à Bonjour. fait. Bonjour. Alors, comme je viens de le dire à l'instant, effectivement, d'un côté, on a une chronique Café Europe, vous venez de le dire, Stéphane Leneuf, et donc une émission à l'époque, Le Téléphone sonne Europe, qui sont dédiées à la question, mais qui se tiennent sur une chaîne radio généraliste. De l'autre, au contraire, on a un média développé sur le web, spécialisé sur les institutions, les politiques publiques, la fabrique de la loi, et fondé à l'origine par des anciens d'Euractiv. Donc déjà, avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, il faut aussi partir du principe que vous n'avez pas forcément le même public. Donc vous n'allez pas forcément leur parler de la même manière. Voilà, vous avez aussi voilà, des publics différents et des thématiques qui sont différentes. Donc ce qu'on va évoquer dans cette conférence qui démarre maintenant, c'est le métier, les particularités de la production d'information européenne, notamment la manière dont on parle d'Europe. Mais il faut déjà revenir justement sur le fait que je disais, le public n'est pas le même. Alors, Monsieur Leneuf, pour commencer, première question, justement, est-ce que vous fournissez un effort de pédagogie, de vulgarisation peut-être plus important sur ces thématiques-là, ou est-ce que vous partez au contraire du principe que ceux qui écoutent votre émission ou vos rubriques, ils ont déjà l'appétence en fait et peut-être les connaissances suffisantes sur l'Union européenne? Il faut rappeler aussi que votre émission avant Téléphone Sonne Europe était diffusée tôt le dimanche matin, c'est ça? Alors, le téléphone Sonne Europe, c'est une émission effectivement que je produisais, mais qui n'était pas le dimanche matin, qui était en direct du Parlement européen tous les mois pendant la session plénière. J'avais des invités en plateau qui étaient que des élus européens qui dialoguaient sur une thématique très précise d'actualité. Avec les auditeurs. Voilà, le principe du téléphone sonne, c'était de l'interactivité directe avec les auditeurs. Bon, cette émission n'existe plus. Là, aujourd'hui, effectivement, j'ai un rendez-vous européen le dimanche matin qui s'appelle Café Europe, qui existe depuis 8 ans maintenant, sur l'antenne de France Inter. C'est un mini-journal européen avec un sujet européen, qui est souvent un sujet traité dans le cadre du Parlement européen sur des dossiers qui sont votés, examinés au Parlement européen, avec le prisme. Moi, j'essaye toujours de faire en sorte qu'il y ait une répercussion vers les citoyens, si vous voulez, que ce soit des sujets vraiment très pratiques pour qu'il y ait une compréhension en quelque sorte à la fois de ce qui est décidé au Parlement européen et des répercussions chez les auditeurs. Bon. Est-ce que les auditeurs de France Inter ont une appétence particulière pour l'Europe? J'aurais tendance à répondre oui, parce qu'effectivement, bon, les auditeurs de France Inter, c'est pas caricatural, mais c'est les CSPP+, c'est-à-dire cadre supérieur, des gens qui sont forcément cadre supérieur, cadre, je veux dire, intermédiaire, des gens qui ont une appétence pour écouter cette antenne, parce que bon, on privilégie le traitement de l'actualité politique en général, les traitements de l'actualité économique. Bon, il y a, je pense, une appétence effectivement des auditeurs pour l'Europe. Est-ce qu'il y a une connaissance vraiment de l'Europe et des mécanismes de l'Union européenne? Je ne suis pas tout à fait sûr. Bon, mais je crois que pour recadrer un petit peu le débat sur ça, les médias et l'actualité européenne, moi je crois qu'il faut d'abord expliquer que il y a deux sortes d'actualité européenne en fait, en quelque sorte. Hein. Vous avez l'actualité européenne qu'on peut appeler l'actualité des pays européens, hein, qui pour moi est ce qu'on appelle une actualité horizontale. Alors elle est sociétale, elle est fait diversière, elle est tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut retrouver dans les rubriques d'un journal. Et ça, je crois que cette actualité-là, on est complètement immergé dedans. On est complètement immergé parce qu'aujourd'hui, l'Europe est devenue notre territoire, notre espace européen de vie, si vous voulez. On l'a vu avec le Brexit depuis 4 ans, c'est quasiment une actualité nationale, le Brexit aujourd'hui. Quand vous avez des élections en Allemagne, vous avez des spéciales, vous avez vraiment un traitement de l'actualité sur les élections en Allemagne parce que ça a des répercussions pour nous. Quand vous avez Juan Carlos qui part immigrer après des années de corruption dans un pays exotique, entre guillemets, le Qatar ou l'Arabie Saoudite, je ne sais pas, parce que ces pays-là l'ont corrompu pendant des années, c'est presque une actualité qui est chez nous. Donc, si vous voulez, cette actualité européenne-là, aujourd'hui,
je pense qu'elle est notre actualité. On n'a plus besoin de se dire, et d'ailleurs on le voit avec la pandémie de Covid, hein, aujourd'hui, imaginez si on traitait le Covid que par le prisme de l'actualité nationale française, ça serait un non-sens complet à mon sens. Et tout le monde dirait, mais qu'est-ce qui se passe à côté, qu'est-ce qui se passe chez nos voisins? Donc ça, c'est une actualité aujourd'hui qui est récurrente, qu'on traite comme une actualité locale presque, hein, si vous, Ouais. voilà. Alors, le deuxième problème, et ça c'est là où il y a un vrai souci, si vous voulez, c'est l'actualité institutionnelle européenne aujourd'hui. Moi, je pense, si vous voulez, qu'on a fait d'énormes progrès depuis des années quand même dans le traitement de cette actualité-là, mais on reste très en deçà de ce que fait la presse écrite, c'est évident, parce qu'il y a toujours une espèce de paresse intellectuelle en France sur ce qui se passe à Bruxelles, à Strasbourg, au Luxembourg, et puis surtout, il y a une énorme méconnaissance en quelque sorte, et là je suis un petit peu sévère avec mes confrères, mais il y a une méconnaissance énorme des cadres des médias en France sur ce qui se passe à la Commission, ce qui se passe au Parlement, ce qui se passe aussi au Luxembourg, ce qui se passe au niveau du Conseil, si vous voulez. Et je trouve que ce qui est dommageable, c'est que cette connexion entre paresse intellectuelle et méconnaissance, ça aboutit en fait à ce que dans l'espace, par exemple, si on prend l'exemple des élections européennes, dans l'espace des 5 années où les députés sont élus, on n'en parle quasiment plus. Hein. Alors, on fait le job pendant la campagne, parce que là, je pense que les médias français ont fait le job pendant la campagne l'année dernière. Mais maintenant, on n'en parle plus. C'est fini. C'est comme si ça n'existait plus. Ouais, ouais. Alors, de temps en temps, voilà, en ce moment, on va reparler du siège du Parlement européen, qui est un non-sujet, à mon avis, parce que Macron a fait une petite saillie en disant à Sassoli, il faut ramener les sessions plénières à Strasbourg. Mais voilà, mais à part ça, on n'en parle quasiment pas. Vous voyez. Donc, le vrai sujet, il est là. C'est dans cet espace de temps où on ne parle plus du tout, par exemple, du Parlement européen. On parle très, très peu de l'actualité de la Commission Tout et à du fait. Ouais. Conseil. Ça rejoint un certain point aussi que je voulais aborder plus tard, donc on aura l'occasion de revenir sur ce que vous venez d'expliquer. Je me tourne vers vous désormais, Monsieur Jean-Sébastien Lefebvre. Vous parliez à l'instant justement, Monsieur Leneuve, de tout ce qui était élection, Parlement européen, du fait qu'on n'en parle pas aussi pendant les années hors élection. Monsieur Lefebvre, justement, d'un point de vue politique, est-ce que vous trouvez qu'il est peut-être plus compliqué, ou en tout cas, quelle serait la différence entre écrire sur la politique européenne et sur d'autres thématiques politiques en fait? Est-ce que c'est une thématique politique comme une autre, ou quelles seraient ses particularités? Alors, est-ce que c'est une thématique politique comme une autre? J'ai envie de dire oui, puisque c'est de la politique. Qu'elle soit faite à Paris ou à Bruxelles, la politique a à peu près la même conséquence. Ça veut dire qu'à la fin, il y a des règles qui s'appliquent aux entreprises, aux personnes, aux groupes d'individus. Et c'est ça, Bruxelles a la même fonction que Paris en tant que capitale politique, c'est produire de la norme, produire des décisions politiques. Et on a souvent tendance à dire oui, mais à Bruxelles, ce sont des technocrates, des eurocrates, on peut appeler ça comme on veut. C'est pas vrai. Quand un député européen vote, il a été élu. Quand un ministre donne son aval au Conseil des ministres de l'Union, c'est aussi un représentant politique. Donc, ce sont des décisions politiques qui, à la fin, s'appliquent sur le citoyen. Donc, en ça, c'est la même chose. Après, le process décisionnel en lui-même, est-ce qu'il est vraiment plus compliqué à Bruxelles qu'à Paris? Moi, j'aurais tendance à dire pas tant que ça. Si on regarde dans le détail comment fonctionnent les institutions françaises, c'est pas si simple que ça. Je pense pas que beaucoup de Français savent ce que c'est qu'un RIM, enfin, une RIM, pardon, une réunion interministérielle. Je pense pas que beaucoup de Français savent ce que c'est qu'une CMP, comité ou commission mixte paritaire pour décider entre le Sénat et l'Assemblée quel est le compromis. Et finalement, ces choses-là, une CMP, c'est ce qu'on appelle à Bruxelles un trilogue. Voilà, c'est pas le même nom, mais ça fonctionne pareil. Est-ce que vous avez une préférence? Parce que vous traitez les deux politiques, la politique nationale et la politique européenne. Est-ce que vous avez une préférence et si oui, pourquoi? Moi, ma préférence personnelle, on va dire, c'est les affaires européennes, parce que j'en fais depuis presque une quinzaine d'années. Après, dans le journal, non, on a des équipes à Bruxelles, des équipes à Paris, et les deux échelons politiques sont aussi importants en fonction des compétences. C'est-à-dire que, oui, dans certaines compétences, il vaut mieux s'intéresser d'abord à ce que fait Bruxelles, typiquement politique commerciale, c'est quelque chose qui est très concentré à Bruxelles. Par contre, si vous voulez suivre les politiques culturelles, là, il vaut mieux descendre au niveau national. C'est là que les outils principaux sont là. Donc, voilà, tout dépend d'où. Et sur les institutions en elles-mêmes, les différences de fonctionnement ne sont pas non plus énormes pour le cadre général. On a un trio d'institutions, un exécutif, deux chambres, il se renvoie la balle entre les chambres une fois que l'exécutif a fait une proposition. C'est quasiment la même chose. Après,
dans le détail des spécialistes, bon, voilà, ça, c'est des choses qu'on n'a pas besoin de connaître pour comprendre les enjeux des sujets. Mais le problème, c'est, comme disait mon confrère, c'est au niveau national, parfois, dans les rédactions, il y a une paresse de s'intéresser à ce qui se fait à Bruxelles, et certains se réfugient derrière l'idée « Ah là là, c'est compliqué, ah là là, ça n'intéresse pas les gens ». Et on en parle voilà, une fois tous les 5 ans, et après, on fait vite disparaître ça. Donc, c'est vrai que quand on parle d'union, il faut expliquer des choses qu'on n'a pas forcément besoin d'expliquer quand on parle d'actu nationale. Par exemple, il faut simplifier certains termes parce qu'ils sont moins connus. Directive ou règlement, c'est vrai que c'est des choses qui peuvent faire un peu peur, donc pourquoi pas mettre loi européenne. Moi, je veux dire, à moins qu'on soit juriste, on s'en tape de la différence. Donc voilà, bien expliquer, faire attention au jargon bruxellois qui parfois envahit aussi les journalistes parce qu'on traîne dans ce monde, dans cette bulle, donc on est influencé. Mais non, pour quelqu'un qui, voilà, et c'est le rôle du journaliste, qui comprend et qui suit ce qui se passe, à expliquer, c'est aussi compliqué d'expliquer en détail et de façon précise la politique française que d'expliquer en détail et de façon précise la politique européenne. Vous parliez de paresse à l'instant, je me tourne à nouveau vers Monsieur Leneuf. Et en même temps, vous l'avez dit, parfois on part du principe que les auditeurs, alors dans votre cas, ou les lecteurs, ne seraient pas intéressés par ce type de questions. Est-ce que c'est difficile en fait de parler d'Europe à la radio, tout simplement? Pas seulement d'en parler en termes de faire une chronique, mais aussi est-ce que c'est difficile en comité de rédaction, par exemple, en comité éditorial, d'en parler aussi à l'équipe et de dire, voilà, moi je pense qu'il faut qu'on parle d'Europe dans ce journal, dans ce sujet. Est-ce que c'est difficile d'imposer aussi ce sujet? Disons que, vous savez, le problème de la radio, c'est qu'on a un espace éditorial qui est extrêmement court, hein, parce qu'un journal, quand il fait 20 minutes, il ne fait pas 20 minutes et 1 seconde, donc il ne fait pas 21 minutes. Donc, si vous voulez, bon, dans les conférences de rédaction, il y a un peu une foire d'empoigne entre tous les services, c'est normal pour faire passer ces sujets. Mais après, si vous voulez, la hiérarchie de l'actualité impose les sujets elle-même bien souvent, si vous voulez. Quand vous avez un Conseil européen qui va prendre des décisions sur le Covid, ça peut faire la une du journal de 8 heures avec des millions d'auditeurs. En revanche, Madame von der Leyen, qui fait 1 heure et demie de discours pour l'état de l'Union, qui est sans doute sur le fond et qui est même fondamental sur le fond, attention, ça n'intéresse pas parce que bon, c'est déjà Ursula von der Leyen, elle n'est pas très médiatique. Après 1 heure et demie de discours de l'état de l'Union, alors je sais pas, il y a eu un débat entre journalistes là ces dernières semaines sur fallait-il diffuser, on pourra en reparler, le discours d'Ursula von der Leyen. Bon, moi j'ai une position On parle de très tranchée télévision là. là-dessus. Voilà, on parle des télévisions, voire même des radios. Tout à fait. Donc tout ça pour dire que, en fait, la hiérarchie de l'actualité, on ne peut pas dire qu'il faut imposer un sujet européen dans un journal. Vous avez une hiérarchie d'actualité et puis voilà, elle s'impose pas. Après, il y a des choix éditoriaux qui sont faits. L'actualité européenne n'est pas forcément une actualité qui est sacrifiée sur l'autel des conférences de rédaction, hein. Mais bon, voilà. Donc, si vous voulez, je pense que c'est en fonction de l'intérêt du sujet, c'est tout. Voilà, ça arrive. On parle, quand il va y avoir une décision, quand Thierry Breton fait une conférence de presse à Bruxelles sur comment il compte contrôler les Chinois sur la 5G en Europe, là, vous pouvez faire la une d'un journal parce que ça va toucher les gens. C'est vraiment l'Europe au quotidien, l'Europe concrète, si vous voulez. Donc, tout ça, ça ne s'impose pas et on ne peut pas imposer un sujet. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous voyez, conférence de rédaction, c'est un échange. Après, il y a une hiérarchie qui est faite et puis voilà, et ça évolue en fonction de l'actualité. Donc, on ne peut pas imposer un sujet européen, mais il y a des sujets européens qui méritent peut-être un traitement d'actualité à un moment T, un moment M, qui vont rentrer dans un journal ou qui rentreront dans une chronique. Moi, par exemple, si vous voulez, le dimanche matin, c'est souvent des thématiques qui ne sont pas forcément traitées dans les journaux, qui le sont aussi, si vous voulez, mais je leur apporte un prisme peut-être un peu plus magazine où je vais un petit peu plus loin dans le développement de cette actualité, un traitement qu'on n'a pas forcément fait dans un journal, si vous voulez. Donc, c'est un petit peu différent. Je pense que, si vous voulez, ce qui est important, ce qu'il faudrait essayer de faire comprendre, c'est pas forcément qu'on ait de l'actualité européenne tous les jours dans les journaux de France Inter, dans les télévisions, dans les 20 heures télé, etc. Mais ce qu'il faudrait, c'est développer en quelque sorte des expressions dédiées, des moments dédiés à l'Europe, c'est-à-dire des émissions qui ne seront pas des émissions spéciales, mais des émissions dédiées, c'est-à-dire pendant une demi-heure, on fait une émission spéciale sur un sujet européen pour les chaînes d'info continue, ou alors on a des rendez-vous
hebdomadaires, tout simplement. Des rendez-vous hebdomadaires où on parle d'Europe. Voilà, ça, c'est important d'avoir des rendez-vous dédiés sur l'Europe. À mon avis, c'est beaucoup plus important et beaucoup plus intéressant d'avoir des rendez-vous dédiés sur l'Europe que d'avoir une actualité européenne qu'on va traiter dans les journaux comme ça, à la va-vite, même si c'est important, si c'est pas important, peu importe, si vous voulez. Mais vous voyez, hier, par exemple, on a traité le prix Sakharov, qui était remis à l'opposition biélorusse, on l'a traité. Ça a été traité dans les journaux, si vous voulez. Voilà. En revanche, moi, ce que j'aurais aimé, c'est, par exemple, dans une émission hebdomadaire dédiée à l'Europe, qu'on revienne sur le prix Sakharov avec des invités, qu'on fasse un focus sur ce prix, qu'est-ce que c'est, etc. Parce que vous dites aux auditeurs, hop, aujourd'hui, remise du prix Sakharov au Parlement européen. Les gens, ils écoutent d'un air distrait. D'abord, Sakharov, il faut avoir quand même une certaine expérience journalistique et être d'une certaine génération pour se rappeler qui était Sakharov. Vous voyez, bon. Donc, moi, ce que je pense, si vous voulez, c'est que l'actualité européenne, elle mérite des rendez-vous dédiés, spécifiques, réguliers sur les antennes avec des émissions particulière. Voilà, parce que c'est une actualité qui intéresse les gens. Je veux dire, les gens, lors des dernières élections, ils se sont déplacés, ils ont été votés. Donc, ils sont intéressés par l'Europe. Il faut arrêter ce délire de discours des cadres journalistes à Paris qui disent ça n'intéresse pas les Français. Là, quand j'entends ça, moi, je trouve ça complètement, excusez-moi, je vais mettre les pieds dans le plat, mais vraiment, je vais sauter à pieds joints. C'est débile, c'est stupide comme réaction. C'est stupide. Voilà. Il faut avoir conscience de ça. C'est fini. Le temps où on disait ça n'intéresse pas les gens. Les gens ont besoin d'Europe, ils ont envie d'Europe, ils ont envie de comprendre ce qui se passe. Et c'est pas parce qu'on leur parle tous les 6 mois d'un Conseil européen avec les dirigeants qui se réunissent autour d'une belle table, qui prennent des décisions totalement souvent abscons quand ils prennent des décisions, quand ils les prennent pas, on dit il y aura un prochain Conseil européen. Non, il faut des rendez-vous spécifiques, réguliers, pour faire comprendre, pour parler de l'actualité européenne. Et c'est ça qui manque énormément aujourd'hui en France. Oui, bien compris. Je rappelle aussi à nos auditeurs et puis à ceux qui nous regardent sur les réseaux que vous pouvez poser vos questions en direct, n'hésitez pas. Même si moi j'en ai beaucoup d'autres de côté encore, donc je vais continuer pour l'instant, mais n'hésitez pas à nous faire signe si vous avez des questions à poser. On parlait effectivement, donc vous nous disiez à l'instant que ce serait bien d'avoir des émissions consacrées à l'Europe. On a aussi donc avec nous Monsieur Jean-Sébastien Lefebvre. Vous, c'est carrément une partie du média qui est vraiment dédiée à la politique européenne. Vous dédiez une partie à la politique française, une autre à la politique européenne. Est-ce que la politique européenne, alors évidemment, on vient d'en parler, elle est quand même très singulière entre les diverses institutions. Vous venez de parler un instant déjà von der Leyen, Commission, Parlement, entre les différents textes, TUE, TFUE, toutes les personnes aussi. C'est vrai que le médiateur européen, qui c'est qui l'identifie aujourd'hui, je ne sais pas, Convention européenne des droits de l'homme, Conseil de l'Union européenne. Est-ce qu'il vous arrive encore parfois, Jean-Sébastien Lefebvre, d'avoir du mal à y voir clair? Ou est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, c'est toujours limpide l'actualité européenne? Et en même temps, je voulais aussi vous poser dans la même question, est-ce qu'en même temps, cette diversité, cette richesse aussi, enfin justement, cette diversité au niveau européen, est-ce que ce ne serait pas une richesse d'un point de vue journalistique permettant aussi de développer de nouveaux formats? Ce que vous avez un petit peu fait dans le cadre des élections européennes l'an dernier. Vous avez créé carrément une partie dédiée du site avec des graphiques, des schémas, des explications. Voilà, c'est un peu ma question. Alors, sur la première question, sur est-ce qu'il y a encore des fois où je ne sais pas, je ne comprends pas, oui, mais encore une fois, je ne pense pas que ça soit spécifique au fait d'être journaliste à Bruxelles. Moi, je le vois avec les équipes à Paris. Parfois, il y a des choses qui nous arrivent à Paris et on est là, mais alors du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi la suite? C'est quoi la procédure? À moins d'être un journaliste avec 30 ans d'expérience, avoir une mémoire d'éléphant et d'avoir connu tous les types de procédures qui existent, de stratégies politiques ou autres pour anticiper à chaque fois, c'est très difficile. Et c'est, je pense, dans quelque chose d'intrinsèque à nos métiers. C'est, voilà, par moment, on découvre une nouvelle procédure, une nouvelle façon de faire et tout. Et parfois même, on a oublié la fois d'avant. Moi, tous les ans, à Bruxelles, on a droit au semestre européen. Donc, c'est la procédure de validation des budgets nationaux par la Commission européenne. C'est une procédure qui est héritée des crises de 2011-2012. C'est hyper compliqué. Tous les ans, on se la fade parce que le projet de loi français doit passer. Et tous les ans, personnellement, moi, je regarde, c'est quoi la procédure, c'est quoi les délais, c'est quoi les machins. Alors, c'est quel pourcentage de déficit structurel, quel pourcentage de déficit pas structurel. Voilà, et parce qu'entre-temps, tous les ans, on traite 25 autres dossiers. Donc, quand on se remet sur le semestre européen, on est un peu rouillé, quoi. Mais c'est pareil, voilà, à Paris, quand je discute avec les journalistes qui font le PLF, donc le projet de loi de finances, ou d'autres choses, parfois, voilà, ils ont aussi à se dire, attendez, laisse-moi une heure, je vérifie.
Après, sur le côté, votre question, la numéro 2, c'était… C'était la richesse, en fait. Est-ce que ça permet pas Oui, aussi de développer de nouveaux formats, d'avoir autant d'institutions, autant de personnes, autant de choses, quoi. bah, en fait, le jour… Alors, en fait, je vais vous faire un peu la même réponse. Parce que nous, par exemple, les formats qu'on développe, effectivement, pendant les élections européennes, on avait fait plusieurs infographies ou data viz, on appelle ça comme on veut, dont un comparateur de programmes des différents partis en disant est-ce que ces propositions qui sont faites par le Rassemblement national, par En Marche et les autres sont de la compétence de l'Union européenne. Donc, est-ce que ce que vous proposez, c'est faisable en tant que député européen? Ça, c'est un format qu'on utilise aussi au niveau national. Encore une fois, c'est de la politique. C'est pas les mêmes acteurs, c'est vrai. On se retrouve avec des Lettons, avec des Anglais, avec des Espagnols, des Allemands et tout. Mais je veux dire, la politique n'est pas un objet si différent. Elle est multiforme, beaucoup plus parfois difficile à saisir et beaucoup plus brumeuse qu'à Paris, parce qu'à Paris, en tout cas en France, dans le système français, on a un système très centralisé, donc le pouvoir est beaucoup plus vertical. À Bruxelles, il est éparpillé entre les capitales, il y a des lignes d'influence, il y a des retournements beaucoup plus spectaculaires parfois, comme on l'a vu avec l'Allemagne qui décide tout d'un coup que mutualiser la dette, c'est une bonne idée. Je rappelle qu'en 2012, Merkel avait dit texto de mon vivant, jamais. Donc oui, et en plus, c'est une politique beaucoup plus jeune. Enfin, l'Union a 60 ans, la France en a 1400, 1500, je ne sais pas exactement. Donc, il y a des choses qui bougent beaucoup plus vite et qui sont instables. Et donc, ces formats, après, voilà, il faut juste un petit peu les adapter. Et nous, on les utilise surtout, c'est pour essayer de simplifier au maximum, pour que les gens comprennent voilà, de façon rapide, en étant sur un écran d'ordinateur ou un écran mobile, en quelques minutes, de cerner les enjeux principaux. C'est à la fois quelque chose qui est bon pour nos lecteurs, donc c'est plutôt un public spécialisé, mais aussi quand on se dit, tiens, on va ouvrir certains de nos travaux en gratuit, en accès libre, on se dit, bah, du coup, ça va être quelque chose d'intérêt général, de se dire, bah, voilà, si des étudiants ou des citoyens lambda ont envie de regarder, ils vont aussi comprendre. Et c'est pour ça que oui, on a un journaliste dont le métier est de faire des infographies pour nous, des datas. Donc après, chaque rubrique travaille avec lui en fonction de ses besoins. Et l'idée toujours est que quand on développe un format, ce format, on puisse le réutiliser. C'est-à-dire qu'on n'est pas à chaque fois tout à refaire, à chaque fois, etc. Et donc là, ça fait 5 ans que Yann travaille avec nous. Et donc maintenant, on a tout un stock d'infographies qu'on peut réutiliser. Par exemple, demain, imaginons, on veut faire une infographie sur… bon, cette semaine, c'est la réforme de la PAC, imaginons. On veut faire, voilà, finalement, quel pays a proposé quoi, a défendu quoi, a voté quoi sur la PAC. On a une infographie qu'on peut mettre en place rapidement qui permet de cartographier sur différentes questions les positions de chacun. Et donc ça, c'est très facile, c'est plus facile à comprendre pour quelqu'un que d'avoir un gros pavé, grand comme ça, d'articles qui expliquent, bon, alors les libéraux, ils ont voté comme ça, les Français, ils ont voté comme ça, hein, etc. Voilà. Mais ça, c'est l'intérêt du web, c'est qu'on n'est pas limité dans le format. Tout à fait. Vous avez abordé rapidement, alors déjà le point de l'expérience, puisque vous parliez tout à l'heure du fait que voilà, malgré tant de temps d'expérience en politique, parfois l'Europe, ça reste compliqué. Et en même temps, vous venez de le dire, l'Union européenne, c'est une politique qui est plus jeune que la politique française. Pourtant, malgré tout, j'ai l'impression que cette question de l'expérience pour le journaliste, elle est peut-être encore plus importante que dans d'autres domaines. Est-ce qu'une expérience de longue durée est nécessaire pour vraiment travailler dans le journalisme européen? Est-ce que c'est possible de démarrer une carrière de journaliste dans le domaine européen? Alors, je ne pose pas la question parce que je suis intéressé personnellement, mais est-ce que justement, il faut d'abord avoir fait ses classes dans de la politique locale, dans de la politique nationale? Est-ce que c'est des journalistes qui ont de la bouteille? Vous voyez parfois des jeunes aussi dans les médias européens? Peut-être Monsieur Le Neuf. Oui, moi je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'avoir 30 ans de maison, 30 ans de traitement de l'actualité européenne pour démarrer une carrière de journaliste européen. Il faut avoir de l'appétence, il faut avoir de l'envie, il faut avoir surtout une vraie volonté de comprendre les mécanismes de ce qui se passe à Bruxelles. Il faut tout simplement aimer l'Europe d'une manière, la critiquer, faire son vrai boulot de journaliste, et puis voilà. Vous avez des gens qui veulent être journalistes sportifs, d'autres politiques, d'autres économiques. Donc si on a envie d'être journaliste
et de traiter l'actualité européenne, je veux dire, peu importe l'âge, vous pouvez démarrer à 70 ans si vous avez envie de démarrer à 70 ans, ou démarrer à 25 ans quand vous sortez d'une école de journalisme. Il faut avoir envie, c'est tout. Après, effectivement, c'est là où je rejoins mon confrère, il faut avoir quand même une connaissance des mécanismes. Si vous n'avez pas une connaissance des mécanismes, et ça, elle peut s'acquérir sur le terrain, peut s'acquérir dans le cadre d'études spécifiques qu'on peut faire, si vous voulez. Je ne sais pas si dans les écoles de journalisme, on fait vraiment de la formation à l'Europe. Hein. Ça, je ne m'y aventurerai pas, mais ça pourrait peut-être être un autre sujet de débat. Donc voilà, non, il faut avoir envie, c'est tout. Et à partir du moment où vous avez envie, il n'y a aucune raison de ne pas comprendre ce qui se passe. Ce n'est pas plus compliqué à Bruxelles qu'à Paris. Hein. C'est vrai, disons que l'Europe, c'est un temps différent. C'est comme un temps politique différent du temps politique national. Parce que la première chose qu'on découvre quand on traite la politique européenne, c'est que le temps est beaucoup plus long. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut jamais oublier, il faut toujours avoir à l'esprit une chose, c'est que la construction européenne, elle s'est construite sur un seul mot, c'est le mot compromis. D'accord ? Si on ne comprend pas ça, si on ne comprend pas le mot compromis, on ne peut pas comprendre ce qui se passe en Europe. Ça, si j'avais une chose à dire à un jeune journaliste qui démarre, bon, je dirais, écoute Coco, le premier mot, tu vas voir la définition du mot compromis et tu comprendras pourquoi ça fonctionne comme ça. D'accord ? En France, le compromis, on ne connaît pas. Ça, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. On est dans le fight permanent politique, donc on ne connaît pas. Donc, si vous voulez, à partir de là, eh bien, l'actualité politique européenne, elle a un temps différent. Elle a un temps qui est beaucoup plus long. Voilà, pour adopter une directive, il faut au minimum 18 mois à 2 ans. Alors, vous savez, quand vous traitez une actualité de l'adoption d'une directive, vous savez que vous allez en avoir pour 2 ans. Voilà, donc c'est là qui est compliqué, si vous voulez. C'est ça qui est extrêmement compliqué, c'est d'amener la compréhension du phénomène auprès des auditeurs, auprès des lecteurs, en leur disant, ben voilà, le sujet il démarre aujourd'hui parce que la Commission a fait sa proposition de directive le 23 octobre 2020, mais il faut savoir que ce n'est pas avant 2022-2023 qu'on en aura les répercussions. Donc là, c'est compliqué, vous voyez. Le temps est complètement différent. Ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. Donc, le temps politique européen, il est totalement décalé par rapport au temps médiatique aussi. Hein. Voilà, nous, aujourd'hui, le temps médiatique, c'est Twitter, c'est les réseaux sociaux, c'est l'immédiateté, c'est l'urgence. Voilà, on est dans l'urgence. En Europe, on n'est pas dans l'urgence, heureusement qu'on n'est pas dans l'urgence. Je ne sais pas si vous vouliez rebondir, Jean-Sébastien Lefebvre, sinon j'ai une question d'un auditeur. Mais... Non, mais c'est ça, il n'y a pas d'âge. Après, ça, je suis d'accord. Il faut par contre, au début, être très rigoureux, beaucoup travailler. Moi, c'est mon expérience et c'est ce que je vois chez les autres jeunes qui commencent. Mais à titre d'exemple, au bureau de contexte à Bruxelles, actuellement, on est 6. Et les âges, ça va de 25 à 36 ans. Et c'est moi le plus vieux. Mais donc voilà, on peut très bien être à 25 ans, journaliste à Bruxelles, travailler sur des sujets aussi ardus que la politique énergétique, le Green Deal ou autre. Après, on boit la tasse. Au début, on boit la tasse sévère et au fil des années, ça va mieux. Voilà. Moi, personnellement, oui, je fais beaucoup plus vite sur certains sujets que par rapport à mes débuts parce qu'on a plus de sources, parce qu'on a plus de réflexes, parce qu'on a plus de connaissances et tout ça. Et ça, c'est, je dirais, comme dans n'importe quel métier. Et alors après, j'en profite pour rajouter une chose, c'est qu'en plus, je pense qu'un jeune journaliste qui s'installe à Bruxelles fait un très bon choix de carrière, c'est qu'il y a du boulot à Bruxelles. Nous, on le voit, on recrute régulièrement à Bruxelles des journalistes. C'est pas si facile que ça de trouver des gens qui ont à la fois une appétence pour les sujets européens, une petite formation en journalisme ou en écriture, et qui ont envie de faire ce métier. Parce que voilà, dans les écoles de journalisme, en tout cas, il y a parfois des petits cursus, des petites semaines. Moi, j'interviens dans l'une d'entre elles là-dessus, ça dure une semaine et il faut un aller-retour à Bruxelles. Donc, c'est une bonne découverte, mais voilà, ce n'est pas forcément ça qui crée des vocations. Donc, quand vous êtes un média, alors oui, on n'est pas nombreux à recruter à Bruxelles, mais nous, on dit toujours qu'on cherche un peu une licorne à 5 pattes parce que soit il faut faire des choix dans le recrutement. Dans ce cas, soit on prend quelqu'un qui est de formation journalistique, mais qu'on va devoir former en interne à l'Union, soit c'est quelqu'un qui connaît très bien l'Union, mais qui n'est pas forcément journaliste, donc il faut… Voilà. Mais après, ça reste un très chouette métier, et avec, voilà, on en apprend tous les jours. Et du coup, je laisse la question. Ça va peut-être rassurer certains de nos téléspectateurs, parce que je sais qu'il y a des étudiants et des étudiants en journalisme qui nous regardent, donc c'est une bonne nouvelle. Et il y a une question du coup d'un téléspectateur, donc Léo, qui nous demande est-ce que vous avez des contacts avec vos collègues journalistes dans d'autres pays en Europe?
peut-être Monsieur Le Neuf, au niveau de la radio Oui, notamment? oui, bien sûr, on a des contacts, hein, puisque nous, on a des correspondants un peu partout, qui sont souvent les correspondants de Radio France Internationale. Donc, effectivement, on a des contacts. On a sur Paris aussi, moi, j'ai présidé pendant quelques années l'association Europresse, qui est une association qui regroupe une très grande partie des correspondants de la presse européenne à Paris. Donc, oui, clairement, on a des contacts avec, quand on est basé à Paris, on a des contacts aussi avec des gens qui sont à Bruxelles. Voilà, il n'y a pas de souci Ça là-dessus. peut être des correspondants d'autres pays, du coup, Europresse, parce que je voulais vous en parler tout à l'heure. Effectivement, j'avais vu cette association. Donc, c'est des correspondants basés à Paris, mais qui peuvent être C'est de pays ça. européens. Sont les correspondants européens, en fait, de grands médias dans leur pays qui sont basés à Paris. Voilà. D'accord. Et pour Bruxelles, tout simplement, il y a la vie de la salle de presse. Bon, là, depuis le mois de mars, c'est un peu compliqué de se voir, mais en temps normal, c'est ça aussi qui fait le charme du travail de journaliste à Bruxelles, c'est que vous êtes en contact avec des journalistes de toute l'Europe, certains qui sont là depuis très longtemps, donc qui ont un recul sur les dossiers, sur l'évolution, sur l'histoire, etc., que même avec quelques années d'expérience, vous n'avez pas forcément. Et c'est ça qui est enrichissant comme métier. En plus, voilà, on n'est pas toujours dans les bureaux, on va aux salles de presse du Parlement, on va au Conseil, on va à la Commission, il y a les sommets et tout. Oui, sans les confrères et les consoeurs, ça serait beaucoup moins drôle. Vous êtes en train d'aborder un point qui, justement, était le prochain sur ma liste, c'était votre présence à Bruxelles. Donc, est-ce que, justement, pour vous, se situer à Bruxelles avec ce bureau de contexte, c'est un avantage pour traiter des questions européennes? Et pourquoi ce serait un avantage? C'est même pas un avantage, je dirais que c'est indispensable. Nous, notre ligne éditoriale, c'est quand même d'essayer d'avoir les infos les plus fraîches possibles sur les dossiers clés de l'énergie, du numérique, transport, agroalimentaire et pouvoir, donc les institutions. Et bientôt, on va rajouter environnement. Donc, si vous voulez avoir les infos, il faut être sur le terrain. Et le terrain, c'est pas forcément toujours, comme on peut l'imaginer dans les écoles de journalisme, être, je sais pas, en Arménie, au Karabakh ou autre. Mais le terrain, c'est aussi les institutions. C'est traîner dans les couloirs du Parlement, traîner à la Commission, ou même dans le quartier européen de Bruxelles, parce qu'on croise toujours du monde. Et ça, pour avoir ces infos, il faut être sur place, hein. Il faut faire ça. Donc, dès qu'on a créé Contexte en 2013, à l'époque, on était 5 journalistes. Moi, je suis parti à Bruxelles tout de suite, donc j'étais tout seul. Et au fil du temps, le bureau a grossi, avec toujours cette idée que pour être bien informé, pour être bien câblé, il faut être sur place, passer du temps, se faire des sources. Et plus on fera ça, plus on pourra mettre dans nos briefings, dans nos articles et dans nos datavises des choses de qualité. Tout à fait, c'est cette question des sources qui est très importante. Donc, je voulais savoir justement pour vous, Monsieur Lenac, donc effectivement, souvent, vous produisez quand même vos émissions en direct des institutions, mais là, il y a quand même aussi une partie du travail que vous faites depuis Paris. Est-ce que vous êtes parfois frustré de ne pas avoir assez d'informations ou pas assez de sujets dédiés à la question dans les médias en France aussi? Parce que là, vous avez vraiment ce point de vue-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, alors effectivement, c'est vrai l'idéal, ça serait. Nous, on a un correspondant à Bruxelles, donc on fait partie des médias français, services publics, qui ont un correspondant à Bruxelles, donc les infos. Mais si vous voulez, il faut être effectivement sur place, c'est la meilleure des solutions. Maintenant, effectivement, avec les moyens techniques modernes, bon, si vous n'êtes pas à Bruxelles à 1 heure de train, vous êtes à Paris, vous avez aussi des infos, mais l'idéal, c'est d'être sur place, très clairement. C'est pas à Paris, on va toujours traiter l'actualité européenne avec un prisme différent, si vous voulez. Donc, clairement, c'est pour ça que Radio France a son bureau de correspondant, un correspondant permanent à Bruxelles. Et ça serait complètement hallucinant, si vous voulez, s'il n'y avait plus ce bureau à Bruxelles, très clairement, quoi. Radio France est en voisin avec Contexte, hein. On est à 2 étages d'écart dans le même bâtiment. Exact. D'accord. Jean-Sébastien Lefebvre, vous avez beaucoup étudié le cas des lobbyistes. Alors là, j'espère que le mot parlera à tout le monde qui regarde le live. Mais vous avez beaucoup étudié cette question-là à Bruxelles. Et j'avais noté qu'en 2018, sur votre blog, vous expliquiez que pour obtenir des informations auprès de la Commission, il valait parfois mieux être lobbyiste que journaliste. Alors, qu'en est-il maintenant et pourquoi Toujours pareil. Toujours pareil. Toujours pareil. Moi, je vais vous dire un truc très simple, une anecdote qui parle d'elle-même. On a un de nos journalistes à Bruxelles, un de nos anciens, qui est devenu, qui a quitté la presse et qui est devenu lobbyiste. Et on s'est revu quelques temps après son départ, je ne sais pas, 6 mois, on a bu un coup. Et il me dit, mais c'est quand même fou, t'imagines pas, avant quand j'étais journaliste et que j'essayais de contacter des gens à la commission et qu'on tournait le service presse, les porte-paroles et tout, c'est un peu un sport national quand on est journaliste à Bruxelles, on se faisait rembarrer, on se faisait rediriger vers le service presse et tout ça. Il dit, maintenant que je suis lobbyiste, les fonctionnaires me répondent.
Voilà. D'accord. Et Donc, maintenant, alors évidemment, il y a eu la pandémie, mais la nouvelle commission, ça n'a rien changé. Donc, non, 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 non. Après, ils ont des consignes. Hein. Je veux dire, là, si on envoie un mail à un fonctionnaire, eh ben, il a ordre, normalement, de nous renvoyer vers le SPP, le service des porte-parole. Donc ça va pas changer. Et ça devient même plus compliqué avec la pandémie. Ça veut dire que le problème qu'on a, c'est que la salle de presse de la commission n'est toujours plus ouverte. Et il n'y a plus de conférences, il n'y a plus d'événements, il n'y a plus de commissions parlementaires avec tout le monde qui vient et tout ça. Et ce qui fait que pour rencontrer de nouvelles sources, c'est difficile parce que avant c'était une méthode. Vous alliez à une conférence, vous voyez que vous avez monsieur, je ne sais pas, Dupont de la DG que vous voulez à la Commission européenne. Bon, bah, vous allez tenter votre chance. Et peut-être que ça marche et que de fil en aiguille, cette personne peut devenir une source. Ces événements n'existent plus. Donc là, depuis 6 mois, on vit un peu sur nos stocks de sources, mais on n'arrive plus forcément, donc c'est beaucoup plus difficile d'en avoir des nouvelles, aussi bien au Parlement qu'à la Commission ou autre. Mais voilà, alors pourquoi la Commission est plus sympa avec les lobbyistes qu'avec les journalistes c'est parce que pour certains lobbyistes, pour certaines unités de la Commission, avoir les retours et les avis des lobbyistes, c'est nécessaire parce qu'ils veulent savoir ce que pense tel secteur de tel pays sur ce qu'ils sont en train de préparer et tout, machin. Mais on le voit aussi quand on cherche des documents ou des leaks. Parfois, c'est plus simple d'aller chercher chez les lobbyistes. Vous demandez à certains lobbyistes, est-ce que tu n'aurais pas vu passer le brouillon de la directive 22, machin, sur ça? Ah oui, oui, je l'ai, tu le veux? Bon, bah voilà, comme ça que ça se passe. Et à la commission, sauf si vous avez une bonne source qui va vous le filer, en vous disant, fais gaffe, fais une photocopie, cache les notes et tout ça. Sinon, ils ne vont pas vous le donner au service presse. Bon, après, c'est leur boulot de vous empêcher de l'avoir. Mais voilà, donc c'est un jeu de chat et souris. Hein, ça fait pas. Parfois, c'est drôle. Et puis, parfois, quand vous savez voilà, que vous avez les infos, bah, vous pouvez aller voir le service presse en disant bon, écoute, moi, je sais tout ça. Si tu ne me donnes pas les précisions, c'est pas bon pour vous. Explique-moi et tout. Donc voilà, c'est ce rapport qu'on doit avoir à la fois pas amical mais bienveillant, mais parfois de relations, de rapport de force avec les institutions. Monsieur Lenage, je veux bien qu'on revienne quand même un petit peu sur l'émission Le téléphone sonne Europe, même si effectivement elle est terminée, mais on pourra revenir du coup sur la genèse et sur la fin, et vous nous expliquerez pourquoi. Mais je voulais savoir, c'était quand même l'une des rares, si ce n'est la seule émission qui traitait d'actualité européenne sur une radio généraliste. Alors, est-ce que c'était un véritable pari de votre part? Il y a eu une inspiration? Il y a quelque chose qui vous a donné l'envie de la faire? Pourquoi en fait? Pourquoi l'émission et puis pourquoi elle s'arrêter aussi? Alors, bon, pourquoi elle s'est arrêtée? Je ne vais pas vous expliquer la vie interne de la maison, très sincèrement. Bon, voilà, c'était décidé après 10 ans de production à Strasbourg. En fait, mon idée, elle est remontée en 2008. Je suis allé animer un téléphone sonne 2008 au moment de la présidence de Nicolas Sarkozy. Et en juillet 2008, j'ai proposé, je dis, bon voilà, Sarkozy va faire son discours. Alors, je ne sais plus si c'était d'introduction de présidence ou de fin de présidence, peu importe, mais il s'exprimait devant le Parlement européen. Et alors, il faut savoir que moi, je suis resté pendant 5 ans correspondant aux affaires européennes à Strasbourg quand on a créé le poste Europe à Strasbourg. Donc, je connaissais très, très bien, tout en étant à Paris, la vie parlementaire européenne, ou la vie du Parlement européen. Hein. Je connaissais ça très, très bien. Et donc, quand Sarkozy est allé prononcer son discours, moi, j'ai proposé à ma rédaction, j'aurais dit, ben voilà, ce qui serait sympa, ce serait qu'on fasse un téléphone sonne Europe en direct de là-bas. Ça coûte absolument pas d'argent, puisque tous les moyens techniques sont mis à disposition par les services audio du Parlement. Donc, on s'installe là-bas, on met des parlementaires, je mets 2 parlementaires, un pro-Sarko, un anti-Sarko, et on commente ce qu'a dit Sarko avec les auditeurs pendant 40 minutes. Et en fait, l'émission a très, très bien marché. Donc, du coup, l'année suivante, moi, j'ai reproposé le concept de dire, bon, voilà, il y a eu les élections européennes en 2009, c'est pas possible qu'on puisse démarrer une session de 5 ans sans qu'on parle de ces gens-là, quoi. Je veux dire, il y a une vie démocratique qui se passe à Strasbourg et à Bruxelles, il faut qu'on parle. Ces gens-là sont des élus de la République, ce sont des élus européens. Ils ont aucun débouché média pour parler des sujets qui traitent, si vous voulez. Et donc, j'ai proposé ce concept d'aller permettre aux élus européens de rencontrer en fait les électeurs dans une émission interactive. Bon, la première année, ça a très très bien marché, puis de fil en aiguille, l'émission elle s'est installée tous les mardis soirs pendant la session du Parlement européen. J'étais à Strasbourg et puis il y avait cette émission Téléphone sonne Europe. Ça a duré 10 ans. Donc, et à l'époque, je crois que d'ailleurs c'est toujours la même chose, hein, j'étais le seul d'une grande radio généraliste à donner un espace politique médiatique interactif avec les auditeurs aux députés européens. Voilà.
Et c'est dommage en fait que cette émission n'ait plus lieu d'être, qu'elle ait disparu, parce qu'aujourd'hui, si on fait le bilan dans les médias audio français, radio, plus personne ne fait ce genre d'émission. Donc les députés européens, en fait, à la fois sur les sujets politiques et techniques, si vous voulez, n'ont plus de lien franchement avec leurs auditeurs, avec les électeurs. Et c'est dommage. Voilà. Vous venez de le dire, l'émission a duré plus de 10 ans. Tous les deux, vous avez quand même une bonne expérience de la politique européenne. Ça fait des années que vous êtes dedans. Est-ce que, Monsieur Lefebvre, vous diriez que c'est plus simple de parler d'Europe en 2019, en 2020, qu'aux élections précédentes, les élections européennes de 2014? Est-ce que vous avez vu des grandes évolutions sur le traitement médiatique et sur la manière de traiter ce info-là? J'ai un très mauvais souvenir de 2014. J'avais trouvé la couverture absolument atroce. Mais en plus, on avait eu les municipales juste avant, mon souvenir, qui fait que c'était passé complètement à la trappe et à côté du sujet. 2019, en fait, il y a indirectement l'effet Macron. Comme Macron a quand même été élu en 2017 sur la carte Europe, tout le monde l'attendait au tournant sur voilà, est-ce qu'il va arriver à avoir des députés, à être être premier, à former un groupe. Donc il y a eu tout un spin autour de ça, un nouveau groupe et tout. Bon, en fait, ils ont recyclé l'existant. Mais du coup, ça a fait qu'ils en ont parlé un peu plus dans les médias généralistes. Ça ne veut pas dire toujours que ça a été très bien fait. J'écoutais plusieurs radios le matin souvent pour voir un petit peu. Mais là, on sent que du coup, dans ces moments-là, certaines rédactions sont un peu complètement prises au dépourvu parce qu'elles n'ont pas l'expertise en interne pour traiter ces sujets. Certaines n'ont pas de correspondant à Bruxelles, certaines n'ont pas vraiment de service Europe ou de gens qui connaissent la matière. Donc voilà, bon, ils font ce qu'il faut faire, mais bon, le politique en face peut répondre ce qu'il veut, il n'y aura personne pour le reprendre, pour préciser, pour recadrer, relancer, tout ça. Après, ce que je trouve, malgré tout, c'est qu'on en parle plus sur certains sujets. Les crises grecques et de zone euro sont passées par là. Donc, sur la question C'était économique. ma question suivante. Je trouve que ça roule très, très bien. Voilà. Mais j'allais effectivement vous le dire. Je trouve que là, en fait, c'est des crises qui ont remis l'Europe à la une. Mais de toute façon, c'est souvent ça. L'histoire de l'Union européenne, c'est aussi une histoire de crise. Mais là, effectivement, la crise des réfugiés, la crise de la dette grecque, le Brexit, là maintenant, bah oui, ça fait un an qu'on parle de pandémie et du coup, les plans de relance. Mais c'est effectivement ça aussi qui a remis le sujet à la une. Et en même temps, est-ce que c'est pas compliqué de traiter ces infos d'un point de vue européen? Enfin, effectivement, c'est tout à fait ce que je voulais vous demander. Bah, ça fait qu'on voit effectivement, comme dit mon confrère, il y a quand même un espace qui s'est créé. On parle de nos voisins, on comprend que nos destins sont liés, qu'on a une monnaie commune. Donc tout ça, c'est rentré petit à petit, malgré tout, dans l'état d'esprit des gens et dans les opinions publiques. Après, c'est toujours le problème, c'est n'en parler que par le prisme de la crise fait aussi qu'on a toujours l'impression que ah voilà, il y a ce grand truc, on n'arrive pas à faire bouger, que machin et tout. De toute façon, il n'y a que des problèmes et tout. Donc, moi, j'ai toujours cette impression que oui, en parler pendant les crises, c'est nécessaire. Je me souviens de la crise grecque de 2015, qui était un moment, moi, d'un point de vue journalistique personnel, assez intense et impressionnant à vivre. Mais aussi, il y a plein de choses à côté qui mériteraient qu'on s'y attarde un petit peu au quotidien pour que les gens comprennent que voilà, ce n'est pas juste une élection tous les 5 ans et des crises. Il y a aussi une vie quotidienne politique, des choses qui sont votées, qui sont bien ou pas bien. Ça, après, chacun de faire son opinion. Mais c'est un peu ça qui manque dans les médias. Et je suis d'accord avec l'idée que les gens sont intéressés par tout ça. Moi, je vois, c'est un point de vue très personnel, mais quand je rentre dans ma famille qui n'a rien à voir sur les questions européennes dans sa vie personnelle et professionnelle, il me pose des questions. Il me dit, bah, ils en sont où là-dessus et machin. Et puis bon, les Britanniques, il y a toujours un petit moment Brexit, forcément. Mais ça fait, voilà, ça fait partie des interrogations que les gens ont dans la place de la France, l'Europe, la mondialisation, les Chinois, les Américains. Il y a tout ça et donc il y a besoin d'apporter des réponses. Et c'est peut-être une approche un peu candide de ce que devrait être la presse, mais si on est vraiment là, nous, en tant que journalistes, pour être ceux qui scrutent le pouvoir, pour être ce que certains disent les chiens de garde de la démocratie, il faudrait que nos modèles, nos structures de rédaction s'adaptent aux évolutions qu'il y a eu depuis 50 ans. Et la principale évolution, c'est qu'on a transféré du pouvoir à Bruxelles. Et c'est pour ça que du coup, on devrait transférer une partie des rédactions à Bruxelles. Donc nous, à Contexte, c'est beaucoup plus facile à faire puisqu'on a 7 ans et on a, dès le départ, on a dit on va avoir un bureau, on va mettre une partie des journalistes à Bruxelles. Et aujourd'hui, on est à peu près à 25-30%, 30% des journalistes à Bruxelles. Mais voilà, ça ne devrait pas forcément être autant dans tous les journaux, mais
c'est quelque chose de nécessaire si on veut faire notre métier correctement et donner aux gens l'explication réelle de ce que c'est le pouvoir aujourd'hui et de la prise de décision. J'ai une question d'une spectatrice, je ne sais pas si vous vouliez rebondir, Monsieur Leneuf. Alors, je vous la pose, Monsieur Leneuf. Donc, c'est une question de Lorraine. Comment les différents correspondants français à Bruxelles se positionnent-ils par rapport aux médias très ancrés dans la bulle bruxelloise? Alors là, je ne sais pas si Monsieur Lefebvre pourrait être considéré comme étant dans la bulle bruxelloise, peut-être. Donc, par exemple, Politico, Euractiv, Agence Europe. Est-ce que vous arrivez à travailler ensemble aussi lorsque vous avez des difficultés à obtenir des informations, un peu comme des lobbyistes finalement? Ou est-ce que ça se fait pas trop, ça? Bon, là, je cède la parole à Ouais. mon confrère Jean-Baptiste. Alors, est-ce qu'on est dans la bulle? Oui, ça fait quelques années que j'y traîne. Après, voilà, on prend pas part à la prise de décision, mais voilà, on est dans l'écosystème, ça c'est sûr. Est-ce qu'il y a une entraide entre journalistes de Politico, Contexte, Euractiv, Agence Europe? Non. Non, là, il y a de la concurrence. Ça veut dire que si nous, Contexte, on peut sortir un truc avant Politico, on est très content. Sachant qu'ils sont C'est la règle. Oui, sachant qu'ils sont à peu près 10 fois plus nombreux que nous à Bruxelles. Donc, quand on arrive à les avoir, on se dit qu'on a bien géré notre coup. Mais après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'entraide entre journalistes. Ça veut dire, avant chaque sommet européen, par exemple, il y a quantité de briefings auprès des représentations permanentes nationales. Donc l'idée, c'est, avant que les 27 se voient, comprendre quelle est la position des Hongrois, des Français, des Allemands, etc., sur les sujets qui arrivent. Ce n'est pas possible pour un journaliste de tout faire. Et souvent, à Bruxelles, il y a 1 ou 2 journalistes grand max par média. Et donc, dans ce cas-là, on se dispatche. Et même nous, à Contexte, on ne peut pas tout suivre à 6. Donc, du coup, si moi, j'ai été voir, je sais pas, le briefing de l'ambassadeur belge et que mon confrère, je sais pas, de n'importe quel canard, Les Échos ou autre, n'a pas eu le temps, je vais lui donner. Et inversement, lui, il va me filer le hongrois, tout ça. Donc, voilà, là, il n'y a pas de concurrence dans le sens où, voilà, c'est des infos de compréhension en amont et tout. Mais à côté, voilà, sur certains points, avec certains titres en particulier, oui, il y a de la concurrence et ce n'est pas de l'entraide. Je voulais juste revenir sur une chose, ce concept de bulle, si vous voulez. Alors évidemment, on parle de la bulle bruxelloise, mais il faut quand même, ça c'est un petit peu pour expliquer comment fonctionne en fait notre métier. Notre métier ne fonctionne que par bulle. Vous avez la bulle des journalistes politiques à Paris. Moi, je l'ai fréquenté très longtemps aussi. Vous avez la bulle des journalistes économiques, la bulle des journalistes sportifs, la bulle des journalistes culturels. Donc, si vous voulez, ce sont des microcosmes de vie, en fait, si vous voulez, avec effectivement les décideurs, les journalistes, les relations qui sont ce qu'elles sont, si vous voulez. Donc, la bulle bruxelloise, en fait, c'est normal qu'elle existe. Je veux dire, quand on est à Bruxelles, on est dans la bulle bruxelloise. Et puis, quand on est à Paris, on est dans la bulle politique parisienne ou économique. Vous voyez, il ne faut pas forcément être péjoratif avec cette expression. Vous voyez, parce que effectivement, comme vient de le dire Jean-Baptiste, ça tourne en circuit fermé, mais c'est normal que ça tourne en circuit fermé, parce que l'information tourne en circuit fermé avant d'être publiée, forcément. Oui, j'avais une question pour vous aussi, justement, parce qu'on parlait tout à l'heure des crises et de ces choses qui ont remis l'Union européenne un petit peu à la une, et puis notamment dans l'actualité, et sans doute aussi dans le cœur de vos émissions. Mais est-ce que c'est pas compliqué aussi de traiter ces informations d'un point de vue européen? C'est ça aussi peut-être la difficulté. Là, évidemment, on parle de bulle bruxelloise, on parle aussi d'une radio basée à Paris. Vous avez aussi votre regard sur l'actualité. Comment est-ce que vous arrivez à passer outre ce danger potentiel? Alors effectivement, avec votre ancienne émission, ce que vous disiez beaucoup, c'est que vous interviewez des députés européens. C'était une manière de résoudre ce souci aussi du regard qui serait trop nationalisé sur une actualité? De toute manière, vous savez, la hiérarchie de l'information fait que il y a aussi en journalisme, il y a une règle qui s'appelle la loi de la proximité, c'est-à-dire que en fait, elle est simple. On part comment dire, on part du postulat que ce qui intéresse les gens, c'est ce qui se passe dans l'environnement proche. D'accord. Bon, donc la loi de proximité, elle va s'imposer. Donc on va effectivement traiter d'abord l'actualité nationale, mais comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, on traite l'actualité des pays européens. Ça, moi, je trouve ça fantastique, parce que si vous voulez, l'actualité des pays européens, c'est notre actualité. C'est une actualité de proximité aujourd'hui. Je suis désolé, mais quand Boris Johnson est hospitalisé, moi je me souviens, je travaillais ce soir-là, est hospitalisé pour le Covid, ça fait la une de toutes les chaînes d'information.
D'accord. Je ne sais pas si un sous-ministre du gouvernement de Macron aujourd'hui qui est hospitalisé pour le Covid, ça fera la une de tous les journaux, je ne crois pas. Donc vous voyez, il y a une actualité aujourd'hui qui est l'actualité des pays européens. On va peut-être l'appeler, certains l'appelleront actualité européenne, moi je préfère l'appeler actualité des pays européens. Cette actualité-là, c'est plus une actualité européenne, c'est notre actualité, c'est une actualité de proximité. Vous voyez. La vraie difficulté, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est le traitement de l'actualité institutionnelle. Voilà, on ne va pas refaire le débat, mais je pense quand même qu'il y a une évolution quand même fondamentale depuis plusieurs années sur ce traitement. Le vrai sujet, c'est le gap, le trou qu'il y a pendant 5 ans. Et là, on est reparti dedans. Hein. On a traité l'année dernière les élections. Je pense que les médias français ont fait le job pour une fois. Ils ont fait le job, franchement. Mais là, on est retombé dans un trou, c'est-à-dire, voilà, on n'en parle plus, on en parle peu, on en parle, comme disait Jean-Baptiste tout à l'heure, quand il y a une crise. Voilà, quand il y a une crise. Jean-Sébastien, pardon. On en parle quand il y a une crise. Ouais. Voilà. On parle, comme vous l'avez dit, là maintenant, on est peut-être dans un trou, mais par contre, maintenant, on va parler des élections américaines. Donc, je voulais juste, il reste quelques minutes, on va bientôt mettre fin à cette séquence, mais je voulais avoir votre avis aussi là-dessus, par rapport à la couverture médiatique des élections américaines. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait aussi qu'on parle peut-être un peu plus des autres États? Vous venez de le dire, c'est la politique européenne, c'est aussi la politique des États européens. Alors, peut-être que ce ne sont que des élections législatives, mais par exemple, demain, il y a des élections en Lituanie et je pense qu'il n'y a pas un seul Français qui est au courant. Quel est votre point de vue à ce niveau-là? Est-ce que vous pensez qu'on fait trop sur les élections américaines dans les médias français par rapport à ce qu'on fait sur l'Europe? Ou au contraire, il faut qu'on mette aussi plus d'Europe? Quel est votre avis là-dessus? De toute manière, rapidement, très sincèrement, les élections américaines elles auront plus de répercussions dans notre vie quotidienne que les élections en Lituanie. Bon, voilà. Mais en même temps, il ne faut pas oublier les élections en Lituanie. Et c'est pour cette raison que tout à l'heure, je vous ai expliqué, il ne faut pas forcément... Il faut des émissions hebdomadaires régulières sur l'Europe. C'est ça l'enjeu, en fait, à mon avis. Ce n'est pas de traiter de l'actualité européenne tous les jours. Il faut des émissions spécifiques où, effectivement, on peut, si on avait une émission spécifique, on pourrait traiter de l'actualité des élections en Lituanie, d'aller faire un focus sur ce pays, d'aller découvrir ce pays. Vous voyez. Maintenant, moi, je ne fais pas partie de ceux qui hurlent parce qu'on parle des élections américaines en permanence sur nos antennes. C'est très important, les élections américaines, c'est quand même, on va déterminer le type qui va gouverner le monde, entre guillemets, pendant 5 ans. Quoi. Donc, ça va nous toucher à un moment donné. J'adore la Lituanie, je suis déjà allé. Les répercussions des élections en Lituanie, si vous voulez, il y a une hiérarchie de l'information qui fait que, oui, bon on va pas en parler, c'est vrai. Et même au niveau des élections européennes, je veux dire, c'est vrai qu'on a presque, à mon avis, on va presque peut-être autant sur les élections américaines cette année que sur les élections européennes l'an dernier. Enfin, les élections américaines, ça prend quand même une proportion assez importante en Europe, quoi. Mais sur ce point, en fait, on devrait en tirer un enseignement, c'est que souvent on dit oui, on ne parle pas trop des élections européennes et tout, les Spitzenkandidaten, tout ça, c'est compliqué, toujours ce truc. Déjà, le terme est compliqué. Voilà, déjà, voilà. Bon. Mais en fait, moi, quand j'écoute ce qu'on entend à la radio ou à la télé ou dans les journaux sur les élections américaines, j'ai envie de dire, mais si on est capable de traiter les élections américaines qui sont extraordinairement compliquées, le système de vote américain entre les primaires, où chaque État a son système de primaires, et le système de désignation des super électeurs qui font qu'à la fin, c'est beaucoup plus compliqué que le système des élections européennes. Donc, ça devrait aussi nous interroger, de se dire, oui, moi je suis entièrement d'accord avec M. Leneuf, avec Stéphane Leneuf, il faut parler des élections américaines parce que c'est crucial pour même notre vie quotidienne. Mais justement, si on arrive à en parler, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à parler des élections européennes et des élections nationales? Moi, je veux dire, il faut, pareil, les élections allemandes, c'est tout aussi important pour la vie politique française que les élections américaines. Si demain, on a quelqu'un, imaginons un chancelier allemand de la CDU sur une ligne beaucoup plus dure sur les questions économiques, ça aura des conséquences sur les discussions budgétaires, sur tout ça. C'est vrai que je pense vraiment très sincèrement que l'année dernière, les médias français, enfin, nous, on a fait le job. Moi, ça fait quelques années que je suis à France Inter, j'ai vu l'évolution, si vous voulez. Pendant le temps des élections, on a fait le job. Alors, on l'a fait en prenant le prisme des élections nationales, mais on a fait aussi beaucoup de pédagogie sur le fonctionnement du Parlement. Et ça, c'est une chose très importante. Je vous remercie pour ces échanges. Je ne sais pas s'il nous reste 1 ou 2 minutes. Alors peut-être très rapidement, alors j'avais une petite question pour Monsieur Lefebvre, c'était au niveau de contexte. Je sais que vous avez des rubriques, notamment transport, numérique, énergie, agro. Est-ce qu'il y a l'intention aussi de développer des rubriques peut-être sur les politiques sportives, les politiques culturelles ou même sur les questions de santé? Parce que là, évidemment, c'est quelque chose dont on va de plus en plus parler.
Et puis, monsieur Leneuf, dans votre registre, c'était plutôt sur les évolutions récentes du domaine de l'audiovisuel et du télévisuel. Maintenant, les gens veulent aussi de plus en plus avoir les vidéos à la demande, les épisodes à réécouter. Alors, je sais que de plus en plus, Café Europe, c'est un podcast aussi qu'on peut réécouter chez soi. Est-ce que vous pensez que c'est important, ça aussi, justement, d'avoir la possibilité pour traiter un sujet européen, de le réécouter chez soi tranquillement aussi, posément. Donc, mais rapidement, parce qu'on est en train de finir cette conférence, donc chacun d'entre vous, très brièvement. Très rapidement, oui, le podcast, très sincèrement, c'est l'avenir. C'est surtout un nouvel espace de diffusion pour l'Europe. On ne s'en est pas encore vraiment saisi, si vous voulez, mais je pense que c'est un nouvel espace de diffusion pour le traitement de l'actualité européenne et le traitement de tout ce qui se passe à Bruxelles. Ça, à mon avis, c'est l'avenir. C'est-à-dire, effectivement, l'écoute à la demande des sujets thématiques qu'on n'aura pas eu le temps de traiter ou qu'on ne pourra pas traiter sur l'antenne de France Inter. Par contre, effectivement, le podcast, bon, si vous ratez Café Europe qui passe un petit peu tôt le dimanche matin, c'est à 7h17, mais il n'y a pas de problème, vous l'aurez écouté en podcast et ça, c'est un outil fabuleux. Pour l'avenir, c'est un outil extraordinaire. Pour contexte, le développement, alors sur les politiques sportives ou culturelles, c'est pas à l'ordre du jour. Et par exemple, sur la question sportive, je suis même pas sûr qu'un jour ça arrivera, parce que notre grand angle d'attaque, c'est toujours par rapport aux productions législatives. Donc, on suit des normes, des règles. C'est ça notre porte d'entrée. Mais en tout cas, en termes de développement, il est prévu de lancer une rubrique environnement début 2021, janvier, normalement, si on arrive à tenir les délais. On est en train de recruter. Et il y a aussi d'autres projets dans les cartons. Vous avez cité santé, c'est un sujet qui revient régulièrement. Mais après, tout dépend de notre capacité d'investissement et de développement, puisque bon, financièrement, malgré la crise, le contexte se porte bien, ça va. Mais bon, il faut faire attention. Et puis après, on est encore un petit média, hein, au total, tout personnel confondu. On est en une quarantaine, donc on ne peut pas non plus du jour au lendemain lancer 3 éditions, 4 éditions en plus. Et on n'a pas les reins et la structure pour. Mais voilà, tant qu'on pourra, on continuera à se développer, mais voilà, petit à petit pour le moment. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup pour ces échanges, monsieur Leneuf, monsieur Lefebvre. Je vous laisse prendre votre avion, monsieur Leneuf, et merci beaucoup, Merci. en tout cas, pour votre participation. Et la suite, c'est dans moins d'une heure, une petite heure, à 16h. Et justement, on parlera radio avec E-Radio, une visite des studios de notre radio partenaire. Et on parlera aussi podcast cet après-midi à 17h15 avec Antoine Leroux. Je vous remercie, monsieur Leneuf et monsieur Lefebvre, et je vous souhaite une bonne continuation, une bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir.